Le cœur de Georges palpitait d'un mélange d'effroi et de protection tandis qu'il guidait son fils Léo dans l'étroit escalier délabré de leur nouvel immeuble du Bronx. Chaque craquement des marches sous leurs pieds semblait résonner dans le couloir silencieux, où l'air humide et vicié portait le goût âcre du fer rouillé et la douceur aigre de la peinture vieillie. Léo sautillait à côté de lui, ses petits doigts enserrant la main calleuse de Georges, le regard brillant d'une excitation malicieuse. De temps à autre, il levait les yeux, gloussait de plaisir et désignait les panneaux du plafond au-dessus de sa tête, des panneaux qui cachaient les étranges vérités qui s'y cachaient. Au-dessus d'eux, une dalle de plafond tremblait comme agitée par un souffle invisible. Georges s'arrêta sur le palier du 4e étage, jetant un coup d'œil méfiant à l'étroite porte étiquetée 4B. Il déglutit difficilement, la gorge sèche. Après le long et douloureux combat de Martha contre le cancer, cet espace exigu et délabré était tout ce qu'il pouvait se permettre. Pourtant, alors qu'il tendait la main vers la clé, une voix leur parvint de quelque part dans l'ombre. « Bonjour à tous. » Profitez de ces moments de détente en regardant, murmura-t-il, si doux et creux que Georges crut l'avoir imaginé. Mais la prise de Léo se resserra et son sourire s'élargit, comme s'il trouvait cette présence invisible tout à fait charmante. Une fenêtre ouverte se referma derrière eux, et la rafale fit vibrer les vieux rideaux comme des ailes fantomatiques. Sur le balcon en contrebas, une vieille femme aux cheveux argentés se pencha par-dessus la balustrade et appela « Bonjour, nouvelle voisine. Le vent est assez fort pour arracher ces fenêtres, attention à vous. » Georges força un sourire poli. « Merci, madame. Je ferai attention. Je suis Éléanore, 3e étage. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. » Elle lui fit un petit signe de la main. « Enchanté, madame Éléanore, » répondit-il. Il enfonça la clé dans la serrure et entra. L'appartement était petit et défraîchi, baigné par les ombres projetées par une unique ampoule suspendue au plafond. Dans un coin, une tache jaunâtre s'étendait au plafond comme un bleu. 2 chambres minuscules, un séjour donnant sur une kitchenette et une salle de bain vétuste offraient à peine assez de place pour leur chagrin. Georges installa Léo sur le matelas neuf et éclatant de la plus petite chambre et regarda son fils s'enfoncer dans les draps moelleux. « Confortable ?» demanda-t-il. Le regard de Léo parcourut la pièce, s'attardant sur la tache au-dessus du lit. Puis il rigola et pointa le doigt vers le haut. Georges fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Léo s'appuya sur un coude et pencha la tête, comme s'il écoutait un secret. « Il joue à cache-cache avec moi. » Le sang de Georges se glaça. « Qui ? » L'homme là-haut, murmura Léo d'une voix ferme. « Il rampe au plafond, mais seulement la nuit. Ses yeux ronds brillaient sans ciller. Il s'appelle H. Il rit si fort qu'on croirait que le toit va se fissurer. » Georges secoua la tête, essayant de chasser le frisson qui lui parcourait la peau. « Tu as peut-être rêvé. » Les lèvres de Léo tremblèrent en un sourire malicieux. « Ne raconte pas de secret à ton père. Il se fâche. » Cette nuit-là, Georges resta éveillé près d'un oreiller vide où Martha avait dormi, essayant de se convaincre que les histoires de son fils n'étaient que des séquelles de solitude. Mais le 3e soir, alors qu'il lisait à la lumière d'une lampe, un léger craquement s'éleva de la chambre de Léo, un léger grincement de planches qui bougeaient, un bruit qui n'existait pas auparavant. Il se leva et se faufila dans le couloir, le cœur battant la chamade. Par l'entrebâillement de la porte, il vit Léo endormi, un sourire curieux aux lèvres, les yeux fixés au plafond. « Léo » murmura Georges en le poussant doucement du coude. « Tu as entendu quelque chose ?» Les paupières de Léo s'ouvrirent brusquement. « Il joue. » »« Chut. »« Est-ce qu'il t'a touché ?» insista Georges. « Non, » bâilla Léo. « J'ai juste regardé. » La lumière du matin apporta le café et une rencontre fortuite dans le couloir. Madame Éléanore lui sourit. « Votre garçon est adorable, Georges, mais il parle dans son sommeil, vers 3 heures du matin, je l'entends rire. » Le sang de Georges se glaça. « Vraiment ? » Comme un rire d'enfant. Parfois, il crie, je me cache sous le lit. Cette nuit-là, Georges cacha une petite caméra dans la chambre de Léo, l'objectif fixé derrière le réveil. 4 nuits passèrent en silence, mais la 5e, il visionna les images à l'aube. Le timelapse s'accéléra jusqu'à ce que, à 3h48 précises, la dalle du plafond dans un coin tremble. Son souffle s'arrêta lorsqu'un bras pâle et décharné passa par l'ouverture, suivi d'un torse qui se tordit, figé à moitié, avant de révéler un visage chauve et souriant dont les yeux ne reflétaient que l'obscurité. Georges haleta. La créature resta 20 battements de cœur à fixer la silhouette endormie de Léo.
Puis elle recula, le panneau se refermant comme s'il n'avait jamais bougé. Les mains tremblantes, Georges confronta Léo au petit déjeuner. « As-tu rêvé de lumière vive ?» Léo hocha la tête d'une voix rauque. Il dit que la lumière est trop forte. Il est timide. Georges comprit alors que cet endroit était tout sauf ordinaire. Cet après-midi-là, il détacha le panneau du plafond à l'aide d'un cintre, révélant un vide sanitaire poussiéreux. À l'intérieur se trouvait un vieil appareil photo dont les fils serpentaient dans l'obscurité, un disque dur externe couvert de crasse et une petite boîte en bois grillagée, dont la surface était tachée de taches rouges foncées et séchées. Sur le couvercle était gravée la phrase suivante, « Pour ceux qui dorment bien ». Léo rôdait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés par ce calme étrange. « Papa, il a encore souri aujourd'hui. Il a dit que cette boîte était son secret. » Georges ferma la porte derrière lui, la verrouillant pour se donner du temps. Il appela, « Joue avec ton train ». Léo obéit sans broncher, le léger cliquetis des roues en bois résonnant dans le calme de l'appartement. Lampe de poche à la main, Georges remonta au plafond, respirant l'odeur métallique et moisie. Des toiles d'araignée effleurèrent son visage tandis qu'il traçait une fine traînée d'éraflures qui aboutissait à une empreinte de main parfaite, de la taille d'un enfant, gravée dans le bois. Un coup frappa à la porte d'entrée. Georges recula d'un bond. « Un flanc pour toi, dit doucement Éléanore. Tu aimes toujours ça, n'est-ce pas ?» Il ajusta le panneau, essuya la sueur de son front et ouvrit la porte. Elle entra, un flanc à la main, le regardant d'un œil inquiet. « Quelque chose ne va pas, murmura-t-elle. Georges hésita, puis la regarda dans les yeux. « Je crois, oui. » Dehors, les couloirs étaient calmes, mais au-dessus d'eux, quelque chose attendait, patient comme l'obscurité, avide de secrets. Tard dans l'après-midi, une lueur de doute m'a traversé lorsque M. Matthew, notre voisin du dessus toujours patient, est descendu de l'échelle du tableau électrique. Il a démonté le disjoncteur et a levé les yeux vers le haut. « Quelqu'un a touché à ses fils », a-t-il annoncé à voix basse. Mon cœur a fait un bond. Je me suis tourné vers Madame Éléanore, ma propriétaire de 82 ans, et lui ai demandé à voix basse, « Si je vous dis ce que j'ai découvert, me promettez-vous que je n'ai pas perdu la tête ?» Elle a ri, sèche comme une feuille d'automne. 82 ans m'ont appris que plus rien ne me surprend, ma chère. J'ai dégluti et me suis penché, je crois, que quelqu'un vit dans le plafond. La boîte à ouvrage d'Éléanore tremblait sur ses genoux, le flanc frétillant sur le bord. Cette nuit-là, l'insomnie m'a gagné. Sous la lumière bleue maladive de mon ordinateur portable, j'ai épluché un vieil enregistrement de sécurité. J'ai accéléré pendant des minutes, jusqu'à ce que le plafond tremble l'espace d'un instant comme si quelque chose d'immense se déplaçait au-dessus. J'ai eu la chair de poule. J'ai ouvert un tiroir poussiéreux et en ai extrait un disque dur cabossé que j'avais découvert dans le vide sanitaire du grenier. Après avoir lutté avec les câbles, j'ai vu son contenu, des dossiers, les uns après les autres, intitulés Famille Harris 1997, Famille Walker 2002, Famille Johnson 2006. Chacun contenait des images en noir et blanc filmées depuis des supports de plafond aux témoins silencieux braqués sur des enfants endormis. Ma main tremblait tandis que je regardais de minuscules images de respiration, de spasmes musculaires, de sanglots étouffés, et d'ombres flottant sur les barreaux du berceau. Contre toute attente, j'ai cliqué sur Léo 2025, l'entrée la plus récente. L'horodatage défilait en temps réel. Dans le silence tamisé du couloir, le murmure aigu de Léo a brisé le silence, « Papa ? Papa ?» Il se tenait à la porte de sa chambre, les yeux écarquillés de terreur. « Il est là-haut, papa. » J'ai entendu des grattements. Je l'ai pris dans mes bras, le cœur battant. « Tout va bien, fiston. Je te tiens. » Mais la peur me rongeait les entrailles. Quand l'aube perça les rideaux de dentelle, j'appelai Charles Donovan, un ingénieur en structure que j'avais engagé des années auparavant. « Charles, j'ai besoin de vous au 17 Belmont Avenue, 4e étage, immédiatement. » Son silence en dit long. « Vous êtes dans ce tristement célèbre immeuble avec la vieille affaire d'enfants disparus ?» Un frisson me parcourut. « Pouvez-vous venir aujourd'hui ? » J'y serai. À 4 heures, la lampe de poche de Charles traçait des taches de rouille et de moisissure sur les solives du plafond. Des miettes de pain, une photo de 2006, des empreintes de pas, murmura-t-il d'une voix caverneuse. Quelqu'un vit dans ces poutres, rampant dans des passages secrets depuis des années. Cette nuit-là, sous une lune décroissante, je me suis perché près de la fenêtre de Léo, serrant un pied de biche ou une relique de Julian, mon ami détective à la retraite.
À 2h57, Léo s'est réveillé, trempé de sueur. Si je suis sage, il me filmera demain, marmonna-t-il. Au-dessus de nous, le plancher gémissait. J'ai braqué ma lampe vers le haut. Un panneau s'était déplacé, juste assez pour révéler une étroite fente. Si tu es encore là-haut, je vais te sortir de ce trou, ai-je sifflé. Léo a pointé du doigt, la voix tremblante, il écoute. J'ai observé cet espace, à vif et respirant, chaque craquement me serrant la poitrine jusqu'aux premières lueurs du matin. Quand Léo s'éveilla à l'aube, les yeux cernés, il demanda doucement, « Tu as dormi, papa ?» « Non, ai-je admis. Je suis resté éveillé pour te protéger. » Il acquiesça, puis partagea l'image gravée dans ses rêves, je l'ai vu, sa bouche formait un sourire macabre, et il n'avait pas de cheveux. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la nouvelle caméra cachée avec vision nocturne ultra haute définition, sauvegarde cloud, et tout le tralala. Je suis passé à 3h46, un panneau d'angle s'est déplacé. De la pénombre, un visage décharné a émergé, des yeux creux, un sourire squelettique étiré, des pupilles d'un blanc fantomatique. Son torse d'araignée est apparu, s'est arrêté pour fixer la silhouette endormie de Léo, puis s'est rétracté silencieusement. J'ai eu le souffle coupé et j'ai murmuré, c'est impossible. Léo, toujours endormi, a esquissé un léger sourire. J'ai appelé Julian, mon colocataire d'université devenu enquêteur du FBI. Julian, c'est urgent. Apporte un lecteur de disque dur. 2 heures plus tard, son regard d'acier parcourut l'enregistrement. Il s'affala sur une chaise, pâle. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Mais il est toujours là, dans les murs et les gaines de plafond, filmant chaque famille. Sur son ordinateur portable, nous avons parcouru des décennies de terreur cachée, des affaires non résolues tissées par un seul et monstrueux voyeur. Lorsque nous avons ouvert le dossier Léo 2025 et regardé l'horodatage en direct défiler, le silence s'est installé entre nous. J'ai pointé du doigt, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « Regarde, tu le vois. » À cet instant, j'ai compris que nous étions confrontés à quelque chose d'accent grave, la foi ancien et agile rampant dans les recoins les plus sombres de ce bâtiment, attendant que la nuit revienne. Et je savais que je ferais tout ce qu'il fallait pour faire émerger ce cauchemar. Le téléphone de Georges indiquait que l'enregistrement était toujours actif, ce qui signifiait que l'intrus était toujours là. Le regard de Julian croisa le sien, la tension sur son visage presque palpable. Il fallait agir vite. Appeler la police était hors de question, il n'y avait aucune image nette de l'agresseur, aucune trace d'ADN, et qui croirait qu'un inconnu vivait dans le plafond depuis des années? On a tendu un piège, décida Julian d'une voix basse mais assurée. Plus tard dans la soirée, Georges envoya son fils, Léo, chez Madame Eleanor pour une prétendue réparation électrique. Eleanor, toujours aussi gentille, accepta sans hésiter. C'est un garçon adorable, dit-elle en tapotant l'épaule de Léo. Il sourit et avoua, je dors ailleurs ce soir au papa doit retrouver l'homme au plafond. Eleanor rit doucement, inconsciente de la terreur qui se cachait derrière ces mots. De retour chez lui, Julian assembla un dispositif rudimentaire mais astucieux. Sous une couverture discrète, il dissimula une caméra infrarouge à vision nocturne. Non loin de là, une lampe stroboscopique était prête à désorienter toute silhouette rôdeuse. Georges se posta près de la fenêtre, pied de biche à la main, les nerfs à vif. À 2h58 précises, l'appartement était plongé dans un silence inquiétant. Une minute plus tard, un léger craquement se fit entendre. Les jointures de Georges blanchirent sur le pied de biche. À 3 heures, le panneau du plafond se souleva avec une lenteur atroce. Une main décharnée et squelettique se pencha, ses doigts cherchant aveuglément une prise. « Julian, il est là » siffla Georges dans le talkie-walkie rien. Il essaya de nouveau. Toujours rien. Puis retentit le cliquetis métallique des fils qui se tendaient sous la pression. La moitié du corps de l'intrus glissa vers le sol. Georges se figea lorsque ses yeux sans paupières, fixes, croisèrent les siens. Un sourire fendit le visage de la créature, trop large, trop vide. Zou, résonna un murmure creux. On joue. Georges rugit et se jeta sur lui, mais la silhouette disparut en un clin d'œil, se retirant à travers le panneau avant qu'il ne se referme. D'un coup furieux, Georges brisa le faux semblant du plafond. Sors, espèce de salaud. Son cri se transforma en un rire creux au-dessus de sa tête. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Julian entra en titubant, le souffle court. Le signal est coupé, mais j'ai le son.
On a assez de preuves pour faire venir le FBI. Georges s'effondra, le front perlé de sueur. Il fixait le plafond scellé comme s'il attendait un mouvement dans chaque ombre. Julian, toujours perturbé, ajouta « Nous n'avons pas son visage, mais nous avons des preuves physiques irréfutables. Ils ne peuvent pas l'ignorer. » Georges secoua la tête. Les preuves ne suffisent pas. J'ai besoin de réponses, qui est-il et pourquoi? Il grimpa sur une chaise, força le panneau et sortit la boîte en bois cachée, dont le fil rouillé lui mordait les doigts. Sous le faisceau de la lampe torche de Julian, il lut l'inscription effacée sur la boîte, pour ceux qui ne pleurent pas. À l'intérieur, une odeur nauséabonde les envahit, comme le parfum de la mort. D'abord, une mèche de cheveux d'enfant, attachée avec du fil rose. Puis, des trophées grotesques, des ongles humains tachés de sang séché, 2 dents de lait encore coagulées à la racine, et un morceau de lange taché d'un brun profond et figé. « Il ne fait pas que nous faire peur, » murmura Julian. Il collectionne les trophées. Au fond se trouvait un carnet de cuir usé, intitulé « Le troisième œil ». Les notes griffonnées au crayon étaient glaçantes. J'aime les entendre respirer pendant leur sommeil. Ceux qui pleurent trop doivent se taire. Ils ne savent pas que je les regarde. Ils pensent que ce n'est qu'un rêve. La nouvelle famille a un petit Léo, obéissant et facile à gérer. Je peux attendre 10 ans s'il le faut. Pas de lumière, juste la respiration. Les enfants sont des anges quand ils dorment. Ils ne riposteront pas si je suis douce. Georges referma violemment le carnet. Ce soir, c'est fini. Mais il nous faut un plan, prévint Julian. Il parcourut les empreintes sur la couverture du carnet. Je vais les analyser dans toutes les anciennes bases de données dont nous disposons. En quelques minutes, le nom apparut, Alan Martin, né en 1973, un ancien ingénieur en système du bâtiment disparu en 2018 suite à des rumeurs de surveillance illicite. Le visage de Georges blêmit. Tu crois qu'il n'est jamais parti? Julian hocha gravement la tête. Il vit dans ses propres conduits depuis 7 ans. Il a construit des passages secrets à travers chaque panneau du plafond. Le cœur de Georges battait fort lorsque Léo, inconscient de la terreur, rentra à la maison vers midi. « Papa, il n'a rien dit aujourd'hui », murmura Léo au dîner. Mais plus tard, à la faveur de la nuit, Léo confia « Il m'a dit qu'il était presque l'heure de jouer pour de bon. » Plus de rêves. Armés de plans et de preuves médico-légales, Georges et Julian se préparèrent. Ce soir, il ne s'agissait plus d'observer, mais de se confronter. Pendant que Léo dormait, Georges se plaça à côté de son fils, un pied de biche dans une main, la petite poitrine de Léo sous l'autre. À 3h01, le plafond trembla. Un clou en bois s'écrasa au sol avec fracas. Georges retint son souffle. Puis, un œil pâle apparut dans l'espace d'un battement de cœur avant de disparaître dans l'obscurité. Georges n'a pas crié. Il n'a pas allumé la lumière. Il a murmuré dans le silence, « Je te vois maintenant, Alan. » À l'aube, le FBI aurait tout ce dont il avait besoin. Mais Georges avait déjà pris sa décision, sortir l'homme de l'ombre une bonne fois pour toutes et protéger son fils avec tout le courage qui lui restait. « Quelle salle de jeu ?» demanda M. Allen. « Elle a des murs capitonnés, pas de fenêtres, pas de son, mais plein d'ours en peluche et une énorme caméra. » Georges se figea. « Quand as-tu entendu son nom pour la première fois ?» Léo fronça les sourcils. « Hier soir. Il m'a dit de dire son nom. Il a dit que si je le prononçais correctement, il ouvrirait la porte de la vraie salle de jeu. » Julian arriva juste à temps pour entendre la dernière partie. « On a la confirmation, dit-il. C'est Alan. S'il apprend à Léo à dire son nom, c'est qu'il s'est dangereusement rapproché. » Georges regarda son fils. « Léo, je veux que tu restes avec Madame Eleanor ce soir, d'accord? Tu pourras jouer avec son chien. » Léo hocha la tête, puis hésita. « Mais si je ne suis pas là, Monsieur Allen sera triste. » Georges frissonna. « Ce n'est pas grave. Il n'aura plus l'occasion d'être triste. » Cette nuit-là, Julian et Georges mirent en place un piège simple, une caméra cachée, un capteur de pression sous le lit de Léo et un fil piège en nylon relié à une alarme lumineuse. Ils disposèrent le lit comme d'habitude, plaçant une poupée grandeur nature sous la couverture. Les lumières de la chambre étaient éteintes, à l'exception d'une veilleuse tamisée. Dans le salon, ils observaient l'écran de l'ordinateur portable. À 2h53, la chambre de Léo resta immobile. Puis au 257, un léger mouvement dans le coin supérieur du plafond.
Préparez-vous, murmura Julien. À 2h59, le panneau s'ouvrit, une tête chauve, à moitié cachée par l'ombre, glissa vers le bas. Georges resserra sa prise sur le pied de biche. À 15h, l'alarme retentit. Les lumières s'allumèrent, mais l'intrus recula comme un fantôme et le panneau se referma brutalement. Silence. Allez-y, cria Julien. Ils se précipitèrent à l'intérieur, ouvrirent le panneau et ne trouvèrent qu'un dessin au fusain grossièrement griffonné et épinglé sur une poutre en bois. Merci pour la vedette, semblait railler le dessin. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Julien resta figé. Il connaît notre plan. Il nous observe. Le lendemain matin, en rentrant de l'école maternelle, Georges s'arrêta pour acheter une nouvelle serrure, un détecteur de mouvement et une pince coupante isolée. Dans le hall, Madame Eleanor s'approcha, l'air inquiet. Vous ne l'avez toujours pas attrapé? Georges secoua la tête. Je suis proche. Très proche. Elle baissa la voix. Hier, Léo a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos, papa tend un piège, mais Monsieur Allen n'a pas besoin de descendre. Il invitera papa à venir jouer. Georges eut froid. Cette nuit-là, il trouva un bout de papier taché sous l'oreiller de Léo. Si tu veux me trouver, viens à l'appartement 5C. Léo est prêt. Il nous faut juste l'accord du père. Julien le lut, le visage pâle. L'appartement 5C est abandonné depuis 10 ans, dit-il. Ou alors il vit là, grommela Georges. Ou alors il l'utilise pour son dernier rituel. Ce soir-là, ils atteignirent le bout du couloir du 5e étage. Devant une porte en fer rouillé, dont le cadenas était couvert de poussière et de toiles d'araignée, Georges serra son pied de biche. Tu es sûr qu'il est là? Cette note n'était pas écrite de la main de Léo, a déclaré Julien. Georges ouvrit la serrure. La porte s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, une épaisse couche de poussière recouvrait le sol, maculée de traces de frottement et de traces de pas. Les lueurs d'une lampe de poche révélaient un sanctuaire grotesque, des murs tapissés de centaines de minuscules visages d'enfants ou des photographies, des portraits dessinés à la main, certains barrés de rouge, d'autres encadrés de fleurs. « Oh mon Dieu !» murmura Julien. « Voici sa liste de victimes, » dit Georges, d'une voix à peine audible. Au centre de la pièce trônait un matelas taché. Un appareil photo vintage sur trépied ronronnait encore, sa lumière rouge clignotante. Un album photo entrouvert était posé à proximité, et à côté, un ours en peluche aux yeux bandés. Julien feuilleta l'album, des images d'enfants endormis, pleurant, caressés par une main osseuse. La dernière page portait le visage endormi de Léo au paisible sous une note. Demain soir, complet. Final. Un léger bruissement résonna dans le coin le plus éloigné. Georges alluma sa lampe torche. Sors. Pas de réponse. Julien s'avança en rampant. Pan. Une poupée de chiffon tomba du plafond, le cou attaché par un fil électrique. Sur sa poitrine, un papier disait. Qui surveille les enfants pendant qu'ils dorment? C'est toi, murmura Julien. Il sait qu'on est là. Et il joue la dernière partie. De retour à l'appartement 4B, quelque chose clochait. Léo, cria Georges. La chambre était vide. La fenêtre était entr'ouverte, les rideaux flottaient. Un mot collé sur le rebord disait. Sur le toit. Dépêchez-vous, sinon ce sera trop tard. Madame Eleanor? La voix de Georges tremblait. Elle est partie, dit Julien. Sur le toit, sous une lune nuageuse, Léo était assis ligoté, la bouche bouchée par du ruban adhésif. Derrière lui, un cadre de lit en fer était dressé comme une table d'opération. Alan émergea de l'ombre, chauve, émacié, la peau pâle comme un cadavre, les yeux révulsés. Ne gâche pas le jeu, siffla Alan. Lâche mon fils, rugit Georges. Alan sourit. Léo a été si gentil. Pas comme les autres qui ont pleuré. Julien braqua le vieux revolver de service de Georges sur Alan. Tu es encerclé, Alan Martin. Ne touche pas à ce garçon. Tout seul, murmura Alan en s'approchant. Tu l'as laissé seul. Tu as soupiré quand il t'a demandé. Tu me l'as donné. Georges se précipita et un coup de feu retentit dans la nuit. Alan trébucha, se tenant l'épaule, puis se précipita vers l'escalier de secours. Reste avec Léo, cria Julien. Georges serrait son fils tremblant contre lui. De l'intérieur du puits,
La voix d'Alan résonna, je reviens toujours. La police et une ambulance sont arrivés au 17 avenue Belmont. La capitaine Sarah Thomas écoutait, incrédule. Alan Martin est décédé en 2018. Nous avons un certificat de décès. George lui a montré ses enregistrements vidéo et son album photo. Il vit au plafond, entre le 4e et le 5e étage. 3 jours plus tard, la nouvelle éclatait, 5 corps d'enfants décomposés étaient retrouvés dans une chambre froide dissimulée au-dessus des tunnels de maintenance. La conférence de presse de Sarah confirmait, Alan Martin était un tueur en série qui s'est caché à la vue de tous pendant 7 ans. Au tribunal, Alan était assis dans une cage de confinement, souriant à George. Il dormait profondément parce que je les observais. Vous les avez abandonnés. Silence, tonna le juge. La dernière menace d'Alan, j'existe encore dans chaque craquement à 3 heures du matin. George a emmené Léo. Il n'a jamais regardé en arrière. 6 mois plus tard, dans une ville de montagne de Caroline du Nord, George regardait Léo traverser à vélo une cour en briques. Fini les craquements au plafond. Fini les cauchemars. Une psychologue pour enfants, Anna, les avait aidés à guérir. Un après-midi d'avril, Léo rayonnait dans la boulangerie, j'ai dormi seul 3 nuits sans lumière. Ce soir-là, à la maison, George trouva la photo de mariage de sa défunte épouse dans le grenier. Regarde, ma belle, murmura-t-il, Léo va bien maintenant. Léo lui a remis un croquis au crayon, une maison dans une vallée, le soleil, des pins et 3 personnages, maman, papa et Léo. Et le petit chien dans le coin, demanda George. C'est à moi, dit Léo. J'en veux un pour mon prochain anniversaire. Une semaine plus tard, George offrit un chiot à Léo. Lumière, le nomma Léo. La lumière chasse l'obscurité. Cette histoire nous rappelle que le mal peut prospérer dans le silence et le déni, mais que le courage d'un parent, l'innocence d'un enfant et la lumière inébranlable de l'amour peuvent dissiper les ténèbres les plus profondes. Écoutez, protégez et croyez toujours, quoi qu'il arrive.